Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la chronique des composants. Je suis Guillaume Vendée, je suis ravi de retrouver comme toute bonne chronique des composants Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Salut, comment ça va ? Ça va super bien, l'occasion de réveiller ce format d'épisode de Tech Café hors série comme vous le savez, ou comme vous ne le savez pas encore, où on se plonge dans l'univers magique des processeurs, de ce qui fait tourner nos appareils, ce qui fera tourner nos appareils demain. Et puis en particulier dans cet épisode, on va se pencher sur Nvidia, qui est évidemment une entreprise qui fait les gros titres en ce moment, avec notamment le rachat d'ARM, on en a parlé un petit peu dans Tech Café. C'est l'occasion de mieux scruter l'historique de l'entreprise, de mieux la comprendre. Mais juste avant, Guillaume, une petite rubrique axée autour des news pour les processeurs. En particulier, on va commencer avec des nouveautés sur ARM, justement. Ben oui, parce qu'il y a pas mal de news sur plein de trucs, il y a eu Hot Chips, etc. Et on va commencer avec ARM, puisqu'il a annoncé ses nouveaux produits. Bon, comme chaque année, vous me direz, hein, mais bon, il y a quand même eu des surprises. Parmi le pas surprenant, puisqu'il y avait des trucs qui étaient évidemment attendus, on avait les Cortex A78 et les Mali G78, donc ce sont plus des optimisations avec pas énormément de nouveautés. Il y a un gain de 20% pour le A78, ce qui est honorable, sinon spectaculaire. Bon, l'accent a été mis cette fois sur l'efficacité, non seulement en termes d'énergie, mais aussi de surface. Donc être plus puissant, consommer un petit peu moins, et faire des puces un petit peu plus petites, ou en tout cas pas plus grosses que la fois précédente, et ça c'est quand même très appréciable, puisqu'évidemment une puce plus petite, c'est une puce moins chère, qui se case plus facilement dans les appareils. Donc en comparaison normalisée, on obtient 7% de perf en plus, avec simultanément 4% de conso en moins, et 5% de surface en moins. C'est pas spectaculaire, mais c'est quand même appréciable. Bon, la même chose... Habituellement, on avait tendance à avoir des puces qui grossissaient, ou pas ? Pas forcément, mais on avait des puces qui étaient rarement plus petites, en réalité. Les puces, c'est vrai qu'elles ont plutôt tendance à rester... En fait, le budget surface, il a tendance à être utilisé au max, en général. Donc là, voilà. Alors, c'est vrai que c'est la même chose peut être un petit peu dite pour le G78, le Mali, donc la puce graphique. Il y a 15% d'amélioration, 10% d'énergie en moins. Cela dit, le G78 va jusqu'à 24 cœurs, contre 16 seulement auparavant, donc c'est une puce pour les puces pour les puces haut de gamme, évidemment. Donc un G78 sera sensiblement plus rapide en haut de gamme, et sans doute aussi un petit peu plus cher d'ailleurs que la génération d'avant. Mais en fait, les vraies surprises, c'était les cœurs Cortex X1 et R82. Alors le Cortex X1 en particulier, c'est intéressant parce que ça marque un tournant pour ARM, parce que, conceptuellement, attention, c'est très simple. On prend un Cortex A78, donc comme je viens de dire là, et on lâche la bride sur la consommation et la chauffe. On libère la bête en s'affranchissant des contraintes habituelles que les CPU ARM se donnent, et en général, ces contraintes, c'est rentrer dans un téléphone. Donc oui, en gros, si tu t'affranchis de ça, que tu lui mets un gros radiateur sur la tête, et que tu autorises les puces à être plus fat et à consommer plus, en gros, on obtient un A78 sous stéroïde, et qui est donc plus large, il peut traiter jusqu'à 5 instructions par cycle au lieu de 4, il a 2 fois plus d'unités vectorielles néon, il a plus de cache, et du coup on obtient un cœur 20% plus performant que A78 à la même fréquence, en entier, et jusqu'à 2 fois meilleur en machine learning, les unités néon supplémentaires évidemment n'y sont pas pour rien, et il consomme bien sûr 1,5 fois plus, ce qui serait probablement rédhibitoire dans un téléphone, mais pas forcément dans un ordinateur. C'est là où le plus intéressant, c'est que ces cœurs sont destinés à un marché où ARM n'est que peu présent, les PC, globalement. Si on part du principe que les X1 sont destinés à atteindre ou dépasser les 3 GHz, en fait, ils sont pas très loin en termes d'efficacité des CPU Intel ou AMD. Ils sont comparables tout en consommant beaucoup moins. Quand je dis efficacité, c'est plutôt vitesse en fait, puisqu'en fait, en efficacité énergétique, ils sont bien meilleurs. Bon, il y a le A13 d'Apple qui est toujours devant, mais le A13, il est en vue. Donc finalement, ARM gagne du terrain, quoi. Donc la A77 est déjà entrée en version custom dans des serveurs. Et maintenant, ARM, c'est une première en fait, ils lâchent leur éternel compromis puissance-consommation pour aller rechercher la puissance pure et aller conquérir du coup de nouveaux marchés. Des nouveaux marchés qui sont effectivement ceux du serveur, des portables, mais peut-être pas forcément que des portables, aussi peut-être des petits PC, tu sais, les petits PC, les petits HTPC là, les petits trucs de petits formats, etc. C'est une concurrence frontale vers AMD et Intel. Est-ce que ça peut être une concurrence pour équiper notamment des appareils de type Surface complètement de Microsoft? Totalement. Oh, oui, totalement. Et ça oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est la première puce intéressante. Et en fait, à l'autre bout du spectre, il y a l'autre puce intéressante. C'était le ARM R82.
Alors, la série des R c'est pour real time. C'est-à-dire c'est des puces qui en fait sont utilisées comme des contrôleurs dans des applications bien spécifiques. Donc électronique embarquée, voiture, avion, ou des appareils comme des décodeurs, des périphériques comme les SSD. Ce sont des puces qui sont pas très puissantes, jusqu'ici en tout cas, hein, mais qui sont minuscules et qui doivent faire leur job de manière extrêmement fiable et déterministe. Voilà, c'est tout, on leur demande pas plus. Et alors avec les R82, ARM en fait des CPU à part entière en fait. Les R82 sont plus des processeurs comme on les connaît nous, on va dire, que des microcontrôleurs en fait. Ils ont le support du 64 bits. Ils peuvent optionnellement supporter les néons. Ils sont 2 fois plus rapides que la gène précédente. Et ils peuvent même avoir une unité de gestion mémoire intégrée. Alors, avoir une unité de gestion mémoire intégrée, concrètement, ça veut dire exécuter un système d'exploitation complexe, complet, comme Linux par exemple. Ça veut dire que tu peux avoir un microcontrôleur de SSD qui exécute un Linux système d'exploitation complet lui-même. Ce qui par essence fait gagner de la réactivité à fond, j'imagine. Pas vraiment. Non, pas vraiment, parce qu'en fait, un microcontrôleur en général c'est fait pour exécuter un seul programme. Donc tu charges le programme dans le microcontrôleur et il exécute ce programme point barre. Quand tu as un système d'exploitation, tu peux potentiellement avoir plusieurs programmes qui s'exécutent en parallèle. Tu peux avoir des trucs multiprocessus, etc. Tu vois, puisqu'il peut y avoir plusieurs cœurs. Les R82 peuvent même embarquer des instructions pour accélérer les réseaux de neurones. Donc ils peuvent être multicœurs, hein, comme je dis. Donc ils peuvent faire des traitements complexes en temps réel sur site. Et en particulier, si tu prends sur SSD, les SSD contiennent des contrôleurs qui sont relativement complexes déjà, parce qu'il faut faire l'entretien des cellules flash, et d'ailleurs les SSD emportent parfois des gros caches de RAM pour ça, et donc il faut gérer tout ça, hein, ces systèmes de cache, il faut gérer les cellules pour pas toujours utiliser les mêmes cellules, parce que sinon tu les uses, donc il faut changer de cellule, il faut donc avoir une idée d'où t'étais, etc. Donc c'est un traitement déjà avec des contrôleurs assez compliqués. Et en fait, les contrôleurs deviennent de plus en plus sollicités, et donc le R82 commence à faire sens. D'autant plus que comme je dis, les SSD peuvent embarquer des gros caches, est tellement gros en fait que le support 64 bits, ça permet d'adresser jusqu'à 1 Tera de RAM, hein, et c'est bienvenu, parce que tu peux avoir plus de RAM que ce que tu ne peux en adresser en 32 bits avec un microcontrôleur 32 bits. Donc tout ça, il y a donc le 64 bits, c'est utile, et il y a aussi des traitements qui sont normalement dévolus au CPU, qui peuvent être faits sur le disque lui-même, de manière transparente. On pense à la compression, au chiffrement, à l'indexation, la journalisation, que sais-je. Hein. En fait, le SSD devient un sous-système, et le CPU peut lui laisser faire un certain nombre de trucs, et ce qui lui libère évidemment du temps. Ok, c'est chouette de voir ces évolutions-là, et surtout pour les systèmes embarqués, j'imagine que les véhicules effectivement ont la cote pour ce genre de besoins. Je suis chaud, je suis en feu, c'est pas Soprano, c'est TSMC a priori, tout se passe bien pour eux. Oui, des nouvelles de TSMC, ça roule bien en fait, hein. Son processus de 5 nanomètres semble bien fiable, c'est le process qu'on retrouve en avant-première dans les puces A14 d'Apple. Donc c'est le Apple qui a un CPU fort puissant si on en croit les leaks, hein, puisque, alors attention, c'est pas officiel, mais par rapport au A13 en 7 nanomètres, le gain serait de 40% en CPU et de 50% en GPU. Si c'est vrai, ce serait assez énorme, effectivement. Alors bon, quand tu fabriques des puces, qu'est-ce que tu fais ? Tu les fabriques à plat, hein. Sur un wafer, tu en fabriques plein à la fois, et le rendement de ton processus dépend du nombre de défauts, donc le défaut qui nique une puce, hein, par centimètre carré. TSMC a annoncé 0,09 défauts par centimètre carré pour le 7 nanomètres, et il semble que le 5 nanomètres soit parti pour en présenter encore moins, et il est encore dans la phase de mise au point. Donc il en produit tout juste assez pour Apple d'ailleurs en ce moment, hein. Et on est déjà passé autour des 0,1 défauts par centimètre carré. Donc c'est de très bon augure. Depuis que tout le monde passe aux ultraviolets extrêmes, le nombre d'étapes de fabrication baisse, et il baisse autant que le nombre d'occasions d'avoir des problèmes en fait, hein. Donc on a même une roadmap, hein. Fin 2021 on aura du N4 qui sera du raffinement du N5, après le N5+. Alors il y a toujours des phases d'optimisation sur un nœud particulier, hein, pour le rentabiliser au max. Sur 3 ans, jusqu'au deuxième trimestre 2022, le 3 nanomètres devrait être sur les rails. En tout cas, le N3 devra avoir 3 fois la densité du 7 nanomètres actuel et 1,7 fois celle du N5. Donc c'est assez énorme. Donc ça roule très bien, ça roule même trop bien en fait, hein, pour TSMC, puisqu'il annonce même des résultats sur le 2 nano. Ce qui veut dire qu'en gros, il est en avance sur Samsung, il est en avance un petit peu sur tout le monde, et ça c'est un danger, parce que évidemment, s'il commence à y avoir qu'un seul acteur qui fait des puces ultra top, c'est il y a un problème
concurrence qui est manifeste. Alors bon, au passage, d'ailleurs ça c'est intéressant, vous avez remarqué que j'utilise N5 ou 5 nanomètres de manière indifférente dans ce que je viens de dire. Parce que je l'avais déjà expliqué il y a longtemps, hein, mais on peut en redire deux mots. En fait, N5 et 5 nanomètres, tout ça c'est des noms commerciaux. C'est des générations en fait. Voilà, ce sont des noms de marques qui n'ont plus rien à voir, ou de très très loin, avec la vraie taille des composants. Donc je dis 5 nanomètres, en fait il n'y a rien qui fait 5 nanomètres dans un plus de 5 nanomètres. D'ailleurs, si vous ne me croyez pas, et que vous voulez constater ça de vos yeux, c'est désormais possible. Il faut aller sur la chaîne YouTube de Der Bauer. Donc Der Bauer, c'est un jeune Allemand qui a dernièrement sorti une vidéo en 3 parties, dans laquelle il s'amuse, on va dire, à extraire des die il y a 2 die, celui d'un Ryzen 7 nanomètres et celui d'un Core i5 en 14 nanomètres, et il les passe au Test-Scan. Le Test-Scan, c'est un microscope électronique, et c'est un gros boulot, parce qu'en fait, il faut faire une coupe microscopique pour scanner une mince tranche. Alors c'est une vidéo qui est assez exceptionnelle, parce que vous pouvez voir de vos yeux les connexions à l'intérieur dans la tranche d'une puce qui est actuellement en cours d'usage, quoi, dans des vrais PC. Et de vos yeux, en fait, vous voyez que les transistors d'AMD et d'Intel ont à peu près la même taille. Alors qu'il y en a un qui est dit 7 nanomètres et l'autre qui est dit 14 nanomètres. Donc si on peut comparer les process d'une même entreprise entre eux, c'est-à-dire qu'en gros, oui, le N5 est 1,6 fois plus fin que le N7, on peut pas faire la même chose avec des process de 2 boîtes différentes parce que c'est des usines différentes, c'est des processus différents, c'est la fabrication n'a rien à voir. Donc le 7 nanomètres de TSMC, il est pas 2 fois plus fin que le 14 nanomètres d'Intel. Ils sont d'usines différentes avec des structures et des matériaux aussi qui sont différents. Donc voilà, donc sa chaîne YouTube est dans les notes de l'émission, hein, rassurez-vous, c'est en allemand mais c'est aussi en anglais. Et puis il y a plein d'autres vidéos très rigolotes qu'il fait, donc je vous conseille Der Bauer. C'est en particulier la vidéo 14 nanomètres et 7 nanomètres ne sont pas ce que vous pensez ce que c'est ça. Faut que je traduis vraiment très très mal, mais c'est cette vidéo-là en particulier. Ouais, alors c'est un titre putaclic, mais c'est très très loin d'être un truc putaclic. C'est vraiment un truc sérieux et c'est c'est assez exceptionnel de voir ça. Alors à propos de putaclic, j'en profite, petite parenthèse Guillaume pendant que tu parles de ça, dans la présentation Apple, il parlait évidemment de ces générations de processeurs Apple Silicon, et il disait que la finesse de gravure c'était si fin que on en était au niveau des atomes. Je sentais le bullshitomètre s'activer dans mon esprit, mais je préférais te solliciter. Est-ce qu'on peut raisonnablement interpréter une telle promesse sur le plan technique, ou est-ce que c'est vraiment Oui et non. Disons que là, globalement, ce que montre Der Bauer, c'est que les connexions, elles font effectivement autour de l'ordre de 10 nanomètres. Donc ça veut dire que c'est pas à la taille d'un atome. Un atome, c'est plus petit que ça. C'est beaucoup plus petit que ça. Après, ça dépend des atomes, déjà, parce que évidemment, un atome d'hydrogène, un atome de plomb ou de silicium, c'est pas pareil. Ah oui. C'est pas la même taille du tout. Mais globalement, c'est pas la taille d'un atome, pas du tout. Alors, par contre, ça veut pas dire que c'est pas de la nanotechnologie et que c'est pas de l'ordre de grandeur de ce truc-là. Si tu veux, on n'en est pas très très loin. Hein, on n'en est pas très très loin. Mais il faut pas s'imaginer avoir des noyaux d'atomes qui se touchent. Et il y en a 3. Des noyaux d'atomes qui se touchent et les transistors, ils sont pas faits de 4 atomes. Non, ils sont faits de plusieurs dizaines d'atomes ou de plusieurs centaines d'atomes, ce qui est déjà pas gros. Hein. On va pas se mentir, c'est déjà quand même pas gros. Ouais, c'est peut-être là qu'est la on n'est pas à la limite de l'échelle atomique, pas du tout, non. Bien sûr. Je regardais vite fait la taille approximative du noyau d'un atome, c'est 0,1 nanomètre en gros. Hein, mais en gros, effectivement, encore tout ça dépend. Pour le noyau, ça dépend. L'enveloppe. Pour le noyau. Pour le noyau, oui. De ce que je vois d'après Monsieur Google, hein, mais je me. Non, pas passer 0,1. Ouais, parce que la taille de l'atome, c'est pareil. Un atome, étant donné que c'est un nuage électronique qui peut être plus ou moins gros. Oui. C'est aussi un peu sujet à caution, parce que le noyau, on s'en fout en fait, on n'a jamais accès au noyau. Le noyau, si tu accèdes au noyau, c'est que tu fais de la physique nucléaire, c'est pas du tout ce qui se passe. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas relever, mais quand je disais les noyaux d'atomes qui se touchent, c'était pas possible. C'est un problème s'ils se touchent. Non, en fait, non, c'est des trucs chimiques, donc ça veut dire qu'en gros, on parle avec les nuages électroniques qui peuvent avoir une taille plus ou moins grande selon les niveaux d'énergie, etc. Donc c'est ça aussi, la taille d'un atome, c'est une question en soi, on va dire. Bon, on va pas rentrer là-dedans. On va plutôt passer au Tiger Lake, Guillaume. Oui, dans un post Medium, donc Boy Phelps, qui est vice-président d'Intel, parle un petit peu du futur Tiger Lake.
Et ils précisent qu'ils auront 1,5 mégaoctets de cache L2, 3 mégas de cache L3, soit 24 mégaoctets de cache sur un CPU 8 cœurs. Donc ça veut dire qu'il y aura des CPU Intel 8 cœurs qui arrivent. C'était pas clair, mais bon, de toute façon, face à AMD qui propose déjà des 8 cœurs dans ses laptops, il fallait bien qu'Intel réagisse. Donc c'est le cas, hein. Donc ça c'est une petite nouveauté, et c'est pas tout, puisque on apprend aussi plus tard, par ailleurs, que Atom n'est pas mort. Non, tu sais, l'architecture un petit peu anémique d'Intel pour l'entrée de gamme revient, avec un vomi de... Elle t'a jamais fait rêver, hein, cette... elle est pas faite pour ça. Elle est pas faite pour faire rêver, très honnêtement. Hein. C'est vrai. Elle est faite pour faire rêver les banquiers et économiser le portefeuille. Elle est pour être très légère sur le portefeuille, parce qu'il est déjà pas mal, quelque part, mais bon. Donc l'Atom revient, avec un vomi de nomenclature imbitable, comme d'habitude, petit florilège. Pentium J6425, Celeron N6211, ou, c'est mon petit préféré, Atom X6425RE. Voilà. Bon, je vous fais... Et après, on se moque de Microsoft avec les noms des Xbox. Hein. C'est ça. Bon, je vous fais grâce du détail de ce qu'il y a dedans, sachant qu'il s'agit de cœurs basés sur Tremont, avec une partie graphique en Gen 11, donc Gen 11 qui est ce qu'on trouve dans les Tiger Lake, et ce sera en 10 nanomètres super fine, donc qui permettra d'atteindre les 3 GHz quand même, en turbo pour des fréquences de base qui vont osciller entre 1 et 2 GHz globalement, et des TDP qui vont osciller entre 4,5 et 12 watts. Donc c'est des puces en fait qui peuvent aller dans une large variété de produits, puisqu'il y a des fonctions qui sont orientées Internet of Things, donc Internet des objets. Certaines embarquent des petits cœurs ARM Cortex M7 d'ailleurs pour les tâches temps réel, en arrière-plan. Et puis avec 12 watts d'ailleurs, donc le même truc, on a aussi les Tiger Lake UP3 qui sont des cœurs Willow Cove, qui sont des cœurs avec AVX512, donc c'est des cœurs qui sont assez costauds quand même, des cœurs sérieux, mais qui fonctionnent à 12 watts, donc c'est vraiment très faible et ça fait qu'on peut penser à des applications embarquées qui donc font du traitement assez lourd et même du traitement vectoriel, quoi. Donc c'est assez intéressant de voir ce genre de modèle. On n'aurait pas pu faire cette section CP News sans parler d'HotChips 2020. Qu'est-ce qu'on peut relever de cette session, Guillaume? C'était pas hier, puis c'était du 16 au 18 août cet été, mais bon, cet été, on n'était pas là, en tout cas, moi, je n'étais pas là. Et donc c'était en virtuel aussi. Et oui, Intel y était, il a parlé de ses nouveautés, donc on ne reviendra pas forcément en détail évidemment sur Tiger Lake, puisque finalement on a parlé de Tech Café. D'ailleurs, on peut en profiter pour mentionner la fin du bazar qui a été les nomenclatures Intel depuis des années, jusqu'à ce 10 nanomètres, puisque bon voilà, autrefois on ne voyait pas les 40 versions d'un process, on avait le 45 nano, le 32 nano, et ainsi de suite. Mais bon, fabriquer des puces, c'est devenu de plus en plus compliqué, et donc avec les complications industrielles, les process sont devenus plus chers, beaucoup plus chers, et donc on les fait durer plus longtemps. Donc les optimisations, les retouches, la petite cuisine qui se faisait en interne, là c'est devenu un vrai sujet marketing, et le 14 nanomètres a eu quand même pas moins de 5 générations, avec des noms pratiques, comme 14, 14+, 14++, 14+++, et 14++++. On se croirait dans Street Fighter, là. Effectivement, Capcom n'aurait pas fait mieux. Et donc, pendant 4 ans, on a été en 14 nanomètres, sans jamais que ce soit tout à fait le même. Bon, j'imagine le quiproquo des ingénieurs qui discutent entre eux des détails du 14 nano. Lequel c'est le plus. Non, c'est le plus. Bon, avec le 10 nano, c'est devenu quasi pire, en fait, puisqu'on est à la 3e révision du 10 nanomètres. Puisque le premier process 10 nanomètres fut un échec, souvenez-vous, un échec qu'Intel d'ailleurs cherche à faire oublier, c'était Cannon Lake, qui a jamais été commercialisé dans le grand public, sauf par quelques OEM en Chine. Le vrai 10 nanomètres, en fait c'était le 10 nanomètres plus, et c'était Ice Lake, et que tout le monde appelait 10 nanomètres tout court d'ailleurs, en oubliant Cannon Lake, qui était passé sous le tapis. Et en fait, c'est là-dedans qu'il a été, c'est avec ces trucs-là qui ont été commercialisés sous la 10e génération. Sauf que en 10e génération, il y avait aussi le 14 nanomètres. Le 14 nanomètres, plus. Si. Et bon, comme Ice Lake existe, Tiger Lake, il y a Ice Lake, donc il y a Tiger Lake. Donc la Gen 11 aurait pu s'appeler, la génération 11 de processeurs aurait pu s'appeler 10 nanomètres plus ou plus, ça dépend. Mais Dieu merci, on passe à une appellation qui s'appelle super fine, qui a enfin moins de confuse. Et donc, c'est la prochaine génération qui va rentrer dans le super ordinateur Aurora. Elle, ça va être le 10 nanomètres plus. Alors, je sais pas, ça sera sans doute super fine plus, ou peut-être enhanced super fine, à moins que les commerciaux nous trouvent un autre, je sais pas, comme hyper fine ou super muffin, je sais pas. Donc, super muffin.
En tout cas, cette architecture Willow Cove, donc, et son process donc 10 nanomètres super fine, avec ses transistors FinFET révisés, et ses super condensateurs, donc grâce à des nanostructures métalliques revues, et bien sûr aussi grâce à XE, la nouvelle architecture graphique, elles ont été testées. Ça y est, donc dans un portable de démo, donc on a une idée de la vraie puissance de Willow Cove. Donc de ces transistors super fines. Et bon, globalement, un i7 1180 G7 est très proche d'un Ryzen 4800U. Un petit peu au-dessus en termes général sous PC Mark. Donc le Ryzen, c'est un octa-core, et il bat le i7 en puissance brute. C'est assez normal, il faudra voir avec les prochains 8 cœurs. Par contre, en jeu, c'est vrai que c'est le i7 qui gagne, et de très loin. En fait, le i7 fait tourner Overwatch en ultra à 89 FPS contre 46 pour le Ryzen, qui pourtant a des cœurs graphiques Vega pas dégueulasses. Donc c'est assez remarquable. Et ça y est, ça enfonce peut-être le dernier clou dans le cercueil des cartes graphiques entrée de gamme, puisque voilà, à l'époque des GeForce 920, 930 ou des MX 150, ça semble être révolu. Bon, finalement, c'est pas plus mal, ce sera moins cher. Et c'est vrai qu'XE, c'est un petit peu le fer de lance d'Intel, puisque il s'est pas mal étendu sur le sujet chez Hotchips, puisque voilà, à quel point c'est une architecture scalable, comme ils disent, c'est-à-dire qu'il s'adapte à tous les besoins de l'exascale au PC portable d'entrée de gamme, et aussi aux cartes graphiques externes. Donc ça y est, ça va arriver, ce seront les HPG, les XE HPG, donc elles sont dédiées aux gamers PC. Donc ça veut dire qu'on va avoir des cartes graphiques qui auront une gueule de carte graphique, qui s'afficheront dans le port PCI, mais qui seront estampillées Intel, qui auront 512 unités de calcul, c'est-à-dire 4096 cœurs. Alors, elle pourrait peut-être arriver même avec 7680 cœurs et 6 ou 8 gigas de GDDR6, et tout ça sera par TSMC d'ailleurs. Et ça donnera un monstre de 23 teraflops, projeté avec ray tracing hardware. Donc si on parle bien de la même chose, ça serait une menace pour la 3070 en fait. Mais ça menacerait pas la 3090 qui affiche 36 teraflops en FP32. Donc c'est un ordre d'idée. Est-ce que les gamers peuvent avoir suffisamment confiance pour s'équiper de ce type de carte plutôt que... Honnêtement, tout ce que je viens de dire, on s'en fout en fait. Ce sont les benchmarks, les temps venus qui pourront être les juges. Il faudra vraiment tester sur pièce parce qu'effectivement c'est un nouveau venu et c'est intéressant. Ce sera vraiment très intéressant de voir. Enfin, ça fait vraiment une éternité qu'on n'avait pas vu un nouveau venu sur le segment des cartes graphiques. Donc les cartes graphiques Intel, évidemment, ça sera très intéressant à tester dans tous les sens, en long, en large, en travers. Et voilà, c'est là qu'il va falloir voir un petit peu ce que ça donne en matière non seulement de qualité de carte, mais de qualité de driver aussi. Parce que ça aussi, c'est tout un art de faire un driver pour une carte graphique aujourd'hui avec la complexité de ces trucs-là. Donc c'est vraiment intéressant de savoir que ça va arriver, donc on a assez hâte. Et puis bon, Intel a aussi, un petit peu parlé de d'autres trucs. Évidemment, c'est nouveau FPGA. On se souvient qu'ils ont racheté donc alors le FPGA, c'est des puces reconfigurables, donc des puces qui seront 40% meilleures. Ils ont parlé aussi des Xeon Ice Lake qui sont basés sur Willow Cove aussi, qui seront 18% meilleurs, toutes choses étant égales par ailleurs. Ils sont d'ailleurs prévus pour tourner en biprocesseur. Voilà, il y a plein de nouvelles instructions donc dans Willow Cove pour accélérer la crypto, accélérer la compression de données, le data mining, voilà, les extensions AVX 512. D'ailleurs, c'est marrant parce que Linus Torvald avait dit que AVX 512 devrait mourir dans d'atroces souffrances, si c'était que de lui. Le problème, c'est que ces instructions sont massivement vectorielles, donc, et en fait, elles font chauffer la puce. Elles font chauffer le processeur tellement que, éventuellement, il doit finir par baisser sa fréquence, ce qui, en fait, massacre les performances globales. Effectivement, c'est pas complètement faux, puisque dans les prochains Xeon, Intel regroupe les instructions AVX dans trois groupes de consommation électrique différents, histoire que l'AVX fasse moins baisser la fréquence en moyenne. Bon, je pense pas que ça fasse changer Linus Torvald d'avis. Probablement pas, non. Ok, d'autres choses du coup dans d'autres chips 2020 qu'on n'avait pas relayé du coup? Oui, on change totalement d'univers avec le chinois Alibaba qui adopte une architecture RISC-V pour ses prochaines puces embarquées. Donc alors, ça va s'appeler, attention, le Chantier, truc comme ça, 910. C'est pas moi qui te corrigerai. Donc c'est un RISC-V 64 bits et multicœur avec tout ce qu'il faut pour être heureux, c'est-à-dire une FPU, des instructions vectorielles, etc., etc. Il est super scalaire, auto-forder, il exécute jusqu'à 8 instructions simultanément, il a un décodeur qui a une largeur de 3. Il est pipeliné sur 12 étages, il va jusqu'à 4 cœurs par cluster et 4 clusters, donc pour le 910. Le tout à 2,5 GHz, donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça se compare à un Cortex A73, pour être tout à fait terre à terre.
Donc en gros, c'est le top de chez ARM d'il y a 3 ou 4 ans. Et c'est franchement pas si mal. Parce que c'est un CPU qui est 100% chinois, qui tourne donc, qui fait tourner AliOS, qui est un fork Alibaba d'Android, avec lequel d'ailleurs il est devenu incompatible. Et en fait, est en train de se construire sous nos yeux, et assez rapidement, et d'ailleurs accéléré par un certain Donald Trump, je suppose, des écosystèmes alternatifs 100% chinois. Donc, alors pour l'instant, les premiers exemplaires sont fabriqués par TSMC, donc bon, évidemment, c'est des processeurs qui sont pas 100% chinois en fait, puis ils sont fabriqués par le Taïwanais. Ils sont fabriqués en 12 000 nanomètres FinFET. Mais bon, écoute, je pense que les fabs chinoises vont finir par faire des progrès, et voilà, quand les fabs locales seront au niveau, ça sera très bien d'avoir des designs locaux immédiatement disponibles. Et voilà, ils auront au moins un risque 5 qui en quelque sorte une puce à tout faire comme ça. On s'est déjà exprimé sur le fait qu'effectivement cette décision de la part du gouvernement Trump de cloisonner la possibilité aux Chinois d'utiliser des technologies américaines allait probablement faire émerger des alternatives locales, j'allais dire. Mais bon, des accélérateurs d'intelligence artificielle dans tous les sens, Guillaume. Ouais, c'est devenu la norme un petit peu. Tu sais, il y avait à Chips des accélérateurs pour le deep learning dans tous les sens. De tout le monde, même des boîtes inconnues avec des idées qui peuvent être assez novatrices, il y a des grosses ambitions. Donc par exemple, il y avait l'accélérateur photonique de Mars. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une phrase de comics, je sais, d'ailleurs je suis absolument ravi de pouvoir la prononcer dans la vraie vie. C'est vrai. Avec tout le sérieux et la rigueur qui me caractérise en toute occasion, n'est-ce pas ? Donc oui, Light Matter, c'est une boîte qui fait de la photonique, et qui a produit un proto de puce qui s'appelle Mars, et qui donc accélère le calcul matriciel avec des portes logiques photoniques. C'est-à-dire qu'elle utilise de la lumière, au lieu d'utiliser les électrons, parce que bon, les électrons c'est has-been, ça chauffe, c'est perturbé par un rayon. Les photons, ça a de la gueule. Les latences mesurées, c'est de la picoseconde, c'est-à-dire 1/1000 de milliardième de seconde, soit moins de temps qu'il en faut à Zemmour pour penser à 2 idioties consécutives, et tout ça pour quelques microwatts. Donc les puces utilisent des interféromètres en fait, on joue avec les phases des ondes, donc les portes ne vont donc pas jouer sur les niveaux de courant, mais sur les phases des photons, qui en interférant les unes avec les autres vont moduler l'intensité du faisceau. Donc il faut ça avec des MEMS, et pas avec des MEMS, avec des MEMS, c'est d'ailleurs des systèmes nanomécaniques, donc c'est micro-electrical, minuscules guides, c'est des minuscules guides d'ondes en fait, qui sont des guides d'onde, c'est-à-dire ça guide l'onde, mais ils peuvent se tordre très légèrement, et donc ils perturbent la lumière qui passe dedans. Et donc en combinant ces MEMS, ils font des portes logiques, et en combinant ces portes, ils font par milliers évidemment, ils font des réseaux d'unités de calcul qui, entre elles, en sortie, donnent le produit d'une matrice par exemple. Alors tout ça bien sûr est interfacé avec de l'électronique normale, pour la mémoire, tout ça est bien emballé, prêt à l'emploi, et donc ça donnerait une réduction de facteur 100 de la consommation par rapport à un truc électronique. C'est impressionnant, voilà, ça préfigure peut-être les accélérateurs du futur, c'est dur à dire pour le moment, d'ailleurs, c'est les réseaux... Alors ils utilisent des réseaux systoliques, d'ailleurs, ces réseaux d'unités là, donc c'est assez intéressant. On peut s'arrêter d'ailleurs un petit peu sur la notion de réseau systolique d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Et pourquoi systolique ? C'est vrai, pourquoi des réseaux systoliques ? Systolique parce qu'il y a un beat, il y a un tempo, tu vois, le réseau il a le rythme dans la peau. Je rigole pas en fait, le principe est pas compliqué, Imagine que tu as une opération compliquée, une opération qui te prenne, je sais pas, disons 10 cycles d'horloge. Ce que tu fais normalement, c'est, je vais chercher dans la mémoire, ça me coûte un cycle, je vais chercher dans la mémoire la donnée, je fais ma cuisine, 8 cycles, et je remets le résultat en mémoire, allez, un cycle en plus. Bon, ok. Maintenant, imagine que tu puisses découper ton opération de 8 cycles, là, tu peux la découper en 8 étapes plus simples, et que chaque étape n'ait besoin que du résultat de la précédente pour faire son boulot. Donc en gros, tu fais comme une chaîne de montage sur une usine, par exemple. Donc à chaque cycle d'horloge, il se passe quelque chose. À chaque bit, chaque unité fait le boulot sur la donnée qui lui arrive et passe le relais. Conclusion, une fois que le pipeline est plein, tu fais une opération. Alors une opération qui te coûtait 10 cycles, tu l'as fait en un seul, puisqu'à chaque bit, il sort un résultat. Okay. Tu vois, au début, tu remplis le pipeline, ça te coûte 10 cycles, mais après, à chaque cycle, il sort un résultat. Conclusion, en moyenne, tu fais une opération par cycle au lieu d'une opération en 10 cycles. Oui, la différence n'a rien à voir, en fait. Ouais. Alors, les données donc circulent dans le système par pulsation. Ça fait une analogie avec la circulation du sang. Ça donnait son nom métaphorique de réseau systolique. Alors, ce que j'ai décrit concrètement, en fait, c'est le pipelining qui est utilisé dans tous les CPU modernes. C'est là des années 80.
pour le grand public, en tout cas dans les CPU. Mais le principe des réseaux systoliques, il peut être généralisé en autant de dimensions que tu veux, en fait. Ma chaîne de montage, là, elle était unidimensionnelle, mais ça peut devenir une matrice. Ça peut devenir un réseau en 2D connecté comme tu veux, et même en 3D, en fait. Et en se cassant un peu la tête, on peut décomposer les produits de matrice en micro-instructions que tu peux arranger en réseau, et qui peuvent se passer les instructions, passer les données au fur et à mesure. Et donc il y a deux avantages majeurs. Donc déjà, un produit de matrice complet est effectué à chaque bit, comme je disais tout à l'heure, et le calcul se fait sans avoir recours à la mémoire centrale, puisque les données, elles circulent localement dans le réseau. Donc ça économise de la bande passante, mémoire. Donc les réseaux systoliques sont utilisés pour contourner en gros les difficultés du calcul parallèle, hein, et en particulier justement les goulots d'étranglement mémoire et les communications interprocessus. D'ailleurs, on a eu des détails sur les TPU de Google, hein, les V2, V3, et ils utilisent aussi des réseaux systoliques 128 par 128 pour le calcul matriciel, et ils multiplient en bfloat 16 et ils additionnent en float 32. D'ailleurs, est-ce que j'ai déjà parlé du bfloat 16 ? Ça me dit rien, spontanément. Bon. C'est important aussi le bfloat 16, donc une petite parenthèse, j'ouvre une parenthèse dans la parenthèse. Donc au risque d'avoir l'air de me perdre dans une digression dans la digression, oui. Donc, float 32, qu'est-ce que c'est ? C'est le format normal des nombres à virgule, le format standard. Donc c'est 23 bits de mantis, en gros c'est les données qui après la virgule, hein, et 8 bits d'exposant et 1 bit de signe. Bon, 23 bits c'est beaucoup, et les réseaux de neurones n'ont pas forcément besoin d'autant de précision. D'où l'idée, maintenant qui est couramment utilisée, de faire plutôt 2 opérations en 16 bits qu'une opération en 32 pour le même nombre de transistors. Ok. C'est aussi efficace, hein, c'est 2 fois plus rapide. Seulement voilà, selon l'I3E, le float 16, la demi-précision c'est 5 bits d'exposant, 10 bits de mantis. Or, c'est pas idéal, parce que les réseaux de neurones, en fait, ils s'en foutent un peu des chiffres après la virgule. Par contre, ils aiment bien connaître l'ordre de grandeur des poids. D'où l'idée, qui est originellement l'idée de Google, hein, de faire un format 16 bits alternatif, qui s'appelle le bfloat 16, avec le B pour brain float, donc voilà, le float du cerveau. Spécifiquement pour les réseaux de neurones. Spécifiquement pour les réseaux de neurones. Et dans ce truc-là, tu as 8 bits d'exposant, 7 bits de mantis, et en fait, ça marche beaucoup... Enfin, c'est 8 bits d'exposant et 7 bits de mantis, et ça marche beaucoup mieux pour le même prix. Il y a un bit de signe aussi, hein, bien sûr. Okay. Parce que ça marche beaucoup mieux, parce que tu mets beaucoup plus de poids sur l'exposant, donc tu as l'ordre de grandeur, tu as plus d'ordre de grandeur possible, et 7 bits de mantis, bon, t'as une idée de ce qu'il y a après la virgule, mais en fait, tu t'en fous un peu, quoi. Voilà. Bon. Fin de la parenthèse dans la parenthèse. Et donc, les réseaux systoliques, c'est une voie, hein, mais tous les fabricants ne l'apprennent pas explicitement. Donc, fin de la parenthèse. Donc de la deuxième parenthèse, c'est important de bien fermer les parenthèses, hein, sinon le podcast ne va pas se compiler, attention. Et oui, j'allais le dire, oui, effectivement. Bon, oui, il y a d'autres acteurs comme Alibaba qui optent pour une approche qui fait un peu penser, au réseau systolique sans en être vraiment, comme le Hongguang 800, qui a aussi une architecture qui chaîne les opérations en minimisant les allers-retours, et qui a d'ailleurs 192 mégaoctets de SRAM sur la puce. Et donc, bon, on n'est pas dans les sommets de Cerebras, mais ça fait quand même pas mal, hein. Imagine un CPU avec 192 mégaoctets de cache. C'est absolument énorme. Donc voilà, Hongguang est optimisé pour les réseaux convolutifs. Apparemment, c'est le gros du boulot chez Alibaba. Donc il serait plus puissant qu'un Tesla Ampère en opération 8 bits. Bon, sachant qu'on s'est calculé, évidemment, il s'est calculé un petit peu tout. Alors on ne sait pas pour le reste, hein. Bon, je soupçonne qu'en 12 nanomètres, il n'est pas meilleur dans tous les domaines. Qu'un Tesla Ampère, qu'un Ampère, je pense pas. Mais bon, écoute, ça je sais pas. En tout cas, on peut terminer avec les accélérateurs avec Baidu et Samsung, hein, qui fabriquent aussi un accélérateur en format carte graphique. 150 boîtes de TDP en refroidissement passif, c'est assez étonnant. Donc c'est un truc qui est une architecture plus traditionnelle par contre, avec 128 mini-cœurs, 8 cœurs tensoriels. Voilà, et tout ça, c'est déjà accessible via Baidu Cloud. Donc il y a beaucoup de solutions, et il y a aussi l'émergence du RISC-V, d'ailleurs, encore une fois, pour le calcul de performance, hein, c'est éventuellement possible avec le Manticore, qui est une puce 4096 cœurs RISC-V. Donc c'est un truc hyper hiérarchique, hein, 4 chiplets, donc 4 cadrans, et 32 clusters, etc. Blablabla. Bon. Honnêtement, les chercheurs essaient d'optimiser l'efficacité, hein, de la surface, pour tout un tas de méthodes de fusion d'instructions que très honnêtement j'ai pas très bien compris. Mais bon, ce qu'il faut retenir de toutes ces propositions, c'est qu'il y a une grande diversité des acteurs et des approches, et qu'il y a aussi l'arrivée de cette nouvelle architecture RISC-V dans plein de segments différents, et donc RISC-V promet, à mon avis, de devenir une alternative sérieuse aux architectures actuelles très bientôt, et surtout hors des États-Unis en fait.
Tu sais, je crois qu'il y aura sur plein d'auditeurs quand tu dis que tu n'as pas tout compris toi-même, mais qu'on peut en tirer les conclusions que tu as décrites. Écoute, très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette revue d'HotChips 2020 et de ces news autour des processeurs. Évidemment, on compte sur vous pour nous dire si jamais ça vous apporte une info que vous trouvez normalement pas ailleurs, et n'hésitez pas évidemment à réagir sur ces éléments d'actualité. On va continuer cet épisode de la chronique des composants avec un dossier Nvidia. Je sais pas s'il y aurait pas eu, si c'est pas le meilleur moment tout simplement pour parler d'Nvidia tant ils sont sous le feu des projecteurs de l'actu-tech. Bon, déjà des premiers tests de la RTX 3080. Guillaume, déjà prenons les choses par leur commencement, des tests concrets de cette carte. Oui, écoute, parlons donc parler de la RTX 3000, des RTX 3000, hein, puisqu'on y est, effectivement, il y a les premiers tests en liberté de la 3080 qui sont tombés. Bon, la conclusion principale, c'est que oui, c'est très puissant et que ça peut, parce que le TDP de la carte est quand même 320 watts, à tel point qu'elle nécessite un connecteur 12 broches particulier, donc il faudra un adaptateur, la plupart des gens, mais bon, enfin ça c'est un détail. Donc le TDP de la 3070 à venir sera de 220 watts déjà. C'est comparable à la 2080, et ça montre aussi que la 3080, c'est de la puissance brute en fait, c'est-à-dire que plus de perf pour plus de watts, tout simplement, parce que l'efficacité énergétique de la série 3000, en gros, elle est 20% meilleure que celle de la série 2000, et en fait, elle est même de 10% seulement meilleure que celle de la 2080 Ti. Donc c'est un gap qui est beaucoup moins élevé si on compare la série, enfin le gap qu'il y avait entre la série Pascal 1000 et la série 2000. Donc, voilà. C'est du bourrinage, comme on dit. Ben oui, les perfs supplémentaires viennent pas mal quand même de la consommation qui est plus élevée, quoi. Donc ça dépend aussi énormément des jeux, hein. Donc sur Flight Simulator, hein, vous aurez 25% de FPS en plus avec une 3080 par rapport à une 2080 Ti. Bon, par contre, sur Doom Eternal, vous pourrez faire exploser les compteurs avec plus du double. Alors bien sûr, tout ça a été mesuré par GlobalFoundries en Ultra et 4K. Bon, honnêtement, si vous jouez en 1080, je pense pas que vous ayez besoin d'une 3080, ni même d'une 2080. Mais bon, surtout, promesse tenue en ray tracing, hein, c'est-à-dire on a le double de performance. Et ce qui se voit complètement sur Quake 2 RT, hein, ce qui est d'autant plus sensible dans les jeux qui utilisent... C'est d'autant plus sensible si les jeux utilisent plus ou moins de ray tracing, effectivement, dans chaque scène. Mais globalement, ce qui ressort, c'est que si vous avez une 2080, vous êtes quand même bien peinard, quoi. Voilà, votre carte n'est pas du tout obsolète. Par contre, si vous avez une 1080... là, l'upgrade peut se justifier davantage, hein, puisqu'il y a une efficacité énergétique qui est quand même 50% meilleure, avec Ampère, hein. Et en 4K, la carte elle est nettement plus à l'aise. Et surtout, vous allez avoir accès au RT, et beaucoup mieux qu'avec Turing, et aussi, bien entendu, au fameux DLSS. DLSS, oui, continuons justement sur ce sujet. Ouais, le DLSS, sur lequel il faut revenir, c'est le début d'une véritable révolution, je pense, hein, pour le jeu vidéo. Le DLSS passe en version 2.1 et il casse tout, c'est quasi magique. Alors rappelons que le DLSS, ça veut dire Deep Learning Super Sampling. Donc c'est sorti l'an dernier, c'est une technique qui permet d'agrandir une image, comme le premier upscaler venu, vous me direz, mais beaucoup mieux que le premier upscaler venu. En fait, même mieux que les lecteurs Blu-ray qui lisent oui, les mieux que le premier upscaler venu, mais même mieux que le meilleur upscaler jusqu'ici existant. Augmenter la taille d'une image, c'est facile en fait, hein, mais rajouter des détails qui manquent, ça l'est pas. Et depuis quelques années, il y a des techniques qui reposent sur des réseaux de neurones pour faire de l'upscaling. Donc en gros, on montre des images super clean à un réseau de neurones, hein, et une version baveuse de la même image. Et ensuite, un couple de réseaux va s'amuser à recréer le mieux possible une version belle à partir d'une version moche. Avec des millions d'images, le réseau va finir par retenir les motifs en fait. Les motifs qui reviennent le plus. Je sais pas, l'herbe, les feuilles, le crépi sur un mur, voilà, ce genre de trucs. Bref, des motifs graphiques qui, s'il les reconnaît en version moche, va être capable d'en approximer une version 4 fois plus précise. Donc cette technique qui s'apparente quand même pas mal à la quantification de vecteurs, hein, qui existait avant les réseaux de neurones, mais comme souvent, hein, les réseaux permettent d'apprendre, en apprenant tout seul, à être beaucoup plus efficaces en fait. Hein. Ils s'entraînent seuls sur un nombre de cas qui est immense, et du coup ils optimisent la banque de vecteurs, ils généralisent beaucoup mieux, enfin c'est vraiment bien meilleur quoi. Hein. Et le DLSS1, qui était déjà utilisé sur Control à l'époque, le jeu Control hein, sur PC, c'était déjà impressionnant, mais il y avait aussi une implémentation dans la dernière Shield TV, qui donne des résultats qui est vraiment, vraiment très cool. Si tu prends un flux SD, c'est quasiment transfiguré, mais il y a beaucoup mieux en fait, hein, puisque le DLSS1 avait des lacunes, en particulier sur les objets en mouvement, il produisait des effets de halo aussi, qui ont complètement disparu avec DLSS2.
Donc DLSS 2, ça demande un petit effort au dev, puisqu'en fait, il faut envoyer au réseau l'image et une carte du mouvement. C'est-à-dire que le réseau, non seulement doit avoir l'image un peu baveuse, mais il doit aussi avoir la manière dont ça va bouger pour pouvoir approximer au mieux le truc. Une carte des vecteurs, en fait, qui indique dans quelle direction et à quelle vitesse chaque pixel va bouger. Donc DLSS 2 est récurrent, c'est-à-dire qu'il prend l'image en 1080, et l'image 4K précédente qu'il a générée, et la carte de mouvement, et il produit une image 4K qui est quasi indiscernable, une vraie image 4K. C'est impressionnant, ça. Chez GlobalFoundries, ils s'en sont pas remis. Donc ils ont analysé en profondeur Death Stranding en 4K, sur PS4 Pro. Donc sur PS4 Pro, la PS4 Pro fait pas du 4K natif, elle fait du checkerboarding, c'est-à-dire qu'elle fait un upscaling intelligent aussi, qui est très correct, mais la version PC donc utilise du DLSS 2, et c'est sans appel. Le DLSS 2, c'est largement mieux, avec un rendu natif en 1080 que le checkerboarding. Il fait mieux même que le checkerboarding avec un rendu en 1440p, c'est-à-dire avec beaucoup plus de pixels. Alors bien sûr, attention, faut pas croire, c'est au prix d'un nombre de calculs affolant, parce que le DLSS coûte beaucoup plus cher en calcul que du checkerboarding. Cela dit, les RTX 2000 ont des Tensor Core. Ce sont donc des cœurs qui sont faits pour accélérer justement les algorithmes de deep learning. Et donc, du point de vue des shaders, du point de vue donc, de la puissance graphique utilisée dans les jeux, c'est gratuit. Ça utilise les Tensor Core en parallèle. Et donc, en gros, on peut avoir de la 4K au prix du 1080p. Et ça change tout. Parce que sous contrôle, les passages en ray tracing, par exemple, sont très coûteux. Ils sont beaucoup trop coûteux en 4K. Mais en 1080p, ça passe. Un coup de DLSS, et hop, t'as du 4K en ray tracing. C'est à tel point que ça pourrait être une composante vitale d'une Switch Pro. On en parlait de la Switch Pro dans Tech Café, mais bon, c'est très spéculatif ça. Mais Switch, c'est un hardware Nvidia. Donc si la Switch passe à un Tegra 2 custom, comme d'habitude un petit peu, ça va doubler la puissance de la Switch originale, ce qui lui permettrait en fait d'assurer du 1080 plus souvent et de manière plus stable, ce qui serait déjà pas mal. Mais en intégrant des Tensor Core en plus dans une puce custom, ça pourrait rendre le DLSS transparent, et on aurait une console 4K discount, puisque la 4K serait en fait gratuite à partir de 1080p. Donc en vrai, c'est une révolution, parce que ça permettrait de démocratiser le jeu en 8K aussi, et même le jeu en VR, puisque c'est crucial en VR que les cartes... Donc, parce que imagine une carte qui rend un jeu en 40 ou 50 FPS, pourrait, avec un sacrifice visuel minimal, les rendre en 80 ou 100 FPS. Ce serait suffisant pour passer à la VR, en fait. Donc tu pourrais imaginer des jeux qui passent, des jeux très lourds qui passent en 50 FPS, passer en VR gratuit quasiment grâce à DLSS. C'est comme si la 4K et la VR et la 8K devenaient 2 fois moins chères tout d'un coup, quoi. Ouais, c'est une démocratisation de ces types d'affichage, quoi. Et d'ailleurs, le DLSS 2.1 qui vient de sortir est compatible 8K et VR. Donc nul doute qu'AMD à un moment va finir par proposer une version du truc, et nul doute que c'est la direction que l'industrie au sens large va prendre dans les années à venir. Écoute, on en rêve de cette Switch Pro qui pourrait arriver et qui permettrait des résolutions comme ça aussi impressionnantes. Parfait. Penchons-nous un petit peu sur l'historique d'NVIDIA. Il est peut-être grand temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure et qu'on se refasse notre culture à ce sujet. Comment est-ce qu'on pourrait résumer NVIDIA, Guillaume ? Écoute, on va revenir un petit peu sur l'histoire des NVIDIA, parce que c'est quand même assez intéressant. NVIDIA, c'est qui? NVIDIA, c'est quoi? Et quand on se penche un peu sur l'histoire donc de cette boîte, ce qui frappe, c'est la vitesse incroyable à laquelle la société s'est développée. C'est NVIDIA, il a pas le temps. C'est la boîte qui n'a pas le temps. Elle fait tout très très vite. Parce qu'NVIDIA, ça a été fondé en 93. Donc on n'est pas dans du Intel qui date de 68, ou du IBM qui date de 1911. Donc NVIDIA, il a l'âge de Miss France 2016. Voilà. Iris Mitterner, donc Miss Univers aussi au passage. Et donc, elle a été fondée... pas Miss France, NVIDIA, elle a été fondée par Jensen Huang, un ex de AMD, Chris Malachowski, ancien d'HP, et Curtis Priem, qui était un ancien de Sun. Et donc, ils fondaient NVIDIA avec $40 000 à Santa Clara. Ils sont juste à côté d'Apple, en fait. Juste à côté de l'Apple Park. Et bon, au début, la compagnie n'avait même pas de nom. Ils avaient un fichier qui s'appelait NV pour Next Version. Donc c'est vraiment le truc, il n'y a pas de nom, quoi. Et ce fichier doc, là, quand il a fallu, donc, à un moment, il a fallu quand même trouver un nom à la boîte, ils sont allés chercher tous les mots latins qui contenaient NV, parce qu'ils aimaient bien NV, et ils ont choisi le mot latin Nvidia, qui veut dire envie, et donc, voilà, ça a donné Nvidia avec le NV. C'est beau! Et oui, envie.
Et donc Nvidia débute avec le NV1 en 95. C'est une carte qui est capable de faire de la 2D et de la 3D, et c'était super novateur en 95. Ah, mais il faut se souvenir qu'à l'époque, que 3DFX ne commercialise sa Vaudoin en 96, et la Vaudoin ne fait pas de 2D. Il faut une carte graphique normale en plus dans son PC quand on a une 3DFX. Mais bon, bref, la NV1 ne se vend pas trop sur PC, et par contre, elle est adoptée pour la Sega pour la Saturn. Donc c'est la carte graphique de la Sega Saturn. Et donc évidemment, avec un acteur comme ça stabilise les finances de Nvidia pour un moment, et c'est quand même enfin, ça a été vraiment décisif, évidemment, puisque voilà. Alors, c'était une époque pionnière, la NV1 ne gérait pas des polygones, mais des quadriques. Alors, les quadriques, c'est des cylindres, des paraboles, etc. Et d'ailleurs, elle gérait que le mapping de texture. En fait, elle gérait le shading à plat. Donc, la NV1 était intégrée aussi dans une carte pour PC qui s'appelle la Diamond Age 3D, qui permettait de brancher un pad Saturn et de jouer à des jeux Saturn, quoi. C'était sur PC. C'était de manière quasi transparente. Enfin, c'était assez étrange. Et je vous encourage à chercher sur YouTube. Il y a un mec qui a retrouvé une Diamond Edge 3D qui joue avec. C'est marrant. Oui. C'est de l'archéologie de jeux vidéo, ça, de processeur. Complètement. Et bon, la NV2 donc a failli être dans la Dreamcast, mais finalement c'est PowerVR qui a remporté le morceau. Bon, cela dit, Nvidia sort sa Riva 128 et puis c'est TNT et TNT2 qui ont un succès confortable jusqu'en 99 à peu près, et en 98 Nvidia fait un partenariat avec TSMC pour fabriquer ses puces, et c'est un partenariat qui continue jusqu'à aujourd'hui, donc c'est pas d'hier. C'est durable, c'est un mariage durable. Il faut dire que ça marche bien quand même. Et bon, alors les cartes 3D d'époque, elles font du Goro shading, du texture mapping, elles sont sur port AGP et elles ne nécessitent pas de cartes 2D, les cartes Nvidia de l'époque, et c'est quand même pas mal. Encore une fois, à 3DFX, il fallait une carte 2D. Donc ils sont concurrents avec ATI, et oui, souvenez-vous, ATI. Alors, toutefois, aucune des cartes de l'époque ne fait les calculs 3D. C'est-à-dire les projections, rotations, les calculs d'ombrage sur les vertex, tout ça. Tout ça, là, c'est pour les pieds du CPU qui commencent à souffrir. À l'époque, souvenez-vous, on était Pentium 2 ou Pentium 3 maximum. On était en 80, donc 98, 99. Donc, tout change en 99, justement. Donc, avec le NV10, parce que le NV10, il est plus connu sous le nom de GeForce 256. Et oui, c'est la première carte 3D. Vraiment. Dans le sens où c'est la première carte 3D à faire du calcul vectoriel. Et en fait, elle le fait vite, puisqu'elle le fait 5 fois plus vite qu'un Pentium 3 500 d'époque. C'est énorme. Ça veut dire que c'est comme si tu avais 5 processeurs qui faisaient les calculs 3D pour toi dans la carte. La NV10, elle écrase la compétition, mais elle se vend peu, parce qu'elle est très chère. Voilà, c'est une carte qui montre le chemin, c'est l'avenir, clairement. Les devs et l'industrie dans son ensemble en sont bien conscients. D'ailleurs, ATI prépare sa Radeon, sa première Radeon. Par contre, 3DFX fait du surplace avec sa Voodoo 5, qui déçoit beaucoup. La Voodoo 5, elle est trop chère, trop complexe. Et puis bon, c'est sans espoir avec les API graphiques qui se complexifient. Et donc, parce qu'il faut se souvenir aussi que c'est le début de Direct 3D. Direct 3D, ça date de 96. Et globalement, Direct 3D de Microsoft, ça dicte un petit peu ce que les cartes doivent savoir faire ou pas. Donc il y a le Transform and Lighting qui fait partie de DirectX 7. Donc le Transform and Lighting, c'est justement ce fait de pouvoir calculer les trucs 3D, les projections, etc., les rotations sur la carte graphique. Donc c'est arrivé avec DirectX 7. Et bientôt, juste après, dans DirectX 8, il y a les shaders programmables qui vont être intégrés. Et ça, c'est fondamental. Parce que jusqu'à présent, les cartes graphiques, n'importe laquelle, 3DFX, TNT, ou même la GeForce 256 d'ailleurs, et même la GeForce 2, ce sont des accélérateurs avec des fonctions fixes. Donc voilà, fonction fixe, c'est-à-dire Goro Shading. Tu dis, ok, cet objet, je veux du Goro Shading dessus. Voilà, ok, le Texture Mapping, ok, le Bump Mapping, voilà, cet objet, je veux du Bump Mapping, sur cet objet, je ne veux pas, etc. Mais en fait, c'est tout. Tu peux pas faire ton propre ta propre texture quelque part. Donc, avec les langages de shader, tout change. Parce que les unités des cartes 3D, ça devient des petits processeurs qui exécutent des programmes entiers. Alors, les versions successives en fait de DirectX, elles vont demander aux cartes de supporter des langages de plus en plus riches, avec les shaders modèles 1, 2 et 3 sur DirectX 9. Et avec DirectX 9, on atteint pratiquement un langage généraliste. On peut à peu près tout faire sur un shader des cartes graphiques. Je sais pas si tu te souviens de cette évolution, si t'en as...
Moi, je l'ai pas vécu et j'ai pas en tête les différentes versions. Je me rappelais plus de l'arrivée de DirectX 7, effectivement. Mais non, j'avais pas en tête la version 9 comme ça. Il faut, hein, c'est vrai que ça a été une évolution continue et il fallait suivre. Hein, et d'ailleurs, 3DFX n'y arrive pas. En 2000, 3DFX est racheté par Nvidia. Et du coup, ATI devient le seul concurrent significatif. Donc, c'est la mort de 3DFX. Hein, voilà, il n'a pas su évoluer, tout simplement. 3DFX, il a continué à faire de la vaudou, mais il n'a pas réussi à passer à la GPU, en fait. C'est-à-dire ce qui est devenu aujourd'hui ce qui est devenu la GPU avec la GeForce 256. Et surtout, avec les suivantes, c'est un truc qui soit vraiment comme un petit sous-système, en fait, comme un petit ordinateur dans l'ordinateur. Et d'ailleurs, en 2001, la GeForce 3 est compatible DirectX 8 et Nvidia signe donc le fameux et juteux deal avec Microsoft pour la Xbox. Puisque dans la première Xbox, pas la Xbox One, la première Xbox. La Xbox tout court. Xbox tout court, exactement. Il y avait une GeForce qui ressemblait beaucoup à une GeForce 3. Donc, parallèlement, voilà, ça roule quand même pas mal pour Nvidia, et ils se diversifient un petit peu, et ils vont sortir ce qu'ils sont N-Force. Donc N-Force, c'est un chipset. Un chipset, c'est quoi? C'est une suite de composants pour carte mère. Donc en fait, GeForce devient aussi une solution intégrée du coup. Donc on se souvient des chipsets. Pas forcément obligé de passer par la carte graphique, en tout cas pas obligé. Ils offrent la possibilité d'avoir une solution graphique intégrée à la carte mère. Exactement, il faut voir que avant que les cartes graphiques, avant que les puces graphiques soient intégrées aux processeurs, comme c'est le cas avec les processeurs modernes, donc il y a une dizaine d'années de ça, un petit peu moins, les processeurs étaient, les processeurs graphiques bas de gamme, pour la bureautique ou avec les trucs minimaux étaient intégrés à la carte mère et c'est Intel qui en vendait le plus de toute façon. Et donc Nvidia s'est dit si on fait nos propres chipsets, on va pouvoir concurrencer Nvidia sur la carte graphique intégrée, tout simplement. Donc ils ont essayé, ça n'a pas des masses réussi, mais il y a quand même eu pas mal de... Concurrencer Intel, tu veux dire? Pardon, oui, GeForce voulait... oui, Nvidia... Concurrencer Intel sur les cartes graphiques intégrées. Exactement, oui, concurrencer Intel sur les cartes graphiques intégrées. Alors, bon... Jusque-là, tout va bien, mais en 2002, la GeForce passe en série 5000 et devient compatible DirectX 9, donc une version de DirectX à la longévité exceptionnelle. Hein, donc au passage, tu te souviens sans doute, mais DirectX 9, ça a duré vraiment, 10 ans peut-être. C'est mon souhait, ouais. Et voilà, et donc ça a connu plusieurs révisions quand même, et ça a introduit le shader modèle 2 et 3. Et d'ailleurs, parallèlement, Nvidia rachète Exluna, qui est une boîte qui travaille dans l'image de synthèse et qui pousse son propre langage de shader, qui s'appelle CG. Donc CG, c'est pour carte graphique. Donc c'est quoi? C'est un langage généraliste qui va tout simplement préfigurer CUDA. CUDA qui est l'arme de destruction massive de Nvidia. Et bon, on n'en est pas encore là. Donc quand je parle de CG, c'est toujours cette fameuse... c'est le langage que va parler la carte graphique. Donc vous pouvez programmer les shaders de votre carte graphique pour faire des trucs. Alors évidemment, c'est pour l'instant orienté graphique, c'est-à-dire que ça va changer l'apparence des objets que vous allez mettre dans votre jeu. Hein. C'est-à-dire si vous voulez un objet qui est plus ou moins brillant, si vous voulez un truc qui soit réfléchissant, si vous voulez un truc qui déforme ce qu'il y a derrière, tout ça, vous pouvez le programmer vous-même en fait. Et vous pouvez le programmer en CG ou en HLSL si vous utilisez DirectX, etc., etc. Alors, sur la période de 2002-2005, Nvidia rachète, Nvidia rachète beaucoup en fait, et il lorgne déjà du côté de la mobilité. Ils vont acquérir MediaQ, qui est une boîte et qui fait des composants pour PDA, et donc PDA, les appareils mobiles, et ils rachètent des solutions réseau et connexion avec iReady, qui est un fabricant de cartes mères qui s'appelle Ali Corporation. Donc en gros, ils rachètent aussi des experts en carte graphique, en graphisme 3D, qui sont aujourd'hui donc ils font Nvidia Helsinki, ils sont à Nvidia Helsinki. Je suis désolé, il y a un moustique qui me tourne autour, donc ça me perturbe. Bon, je l'entends pas du tout, mais c'est dommage pour toi. Ça va, alors. Tout va bien. Faudrait pas que tu te fasses piquer en plein épisode, ce serait terrible. Oui, mais je pense que je vais y avoir droit. Non, c'est pas grave. Donc, en 2005... en 2005, il y a un nouveau gros deal. Jeu vidéo quand même de Nvidia, puisque Nvidia, souviens-toi, a produit le RSX de la PlayStation 3. Donc c'est aussi un énorme truc, et en 2006, CUDA est présenté, ça y est. Donc CUDA, qu'est-ce que c'est? C'est un langage de calcul pour GPU, donc comme CG ou comme HLSL, sauf que là où c'est complètement différent, c'est que c'est pas uniquement pour afficher des trucs. C'est-à-dire que CUDA, ça permet de calculer ce que tu veux,
Mais ça permet aussi après de sauvegarder les résultats de tes calculs dans la mémoire et pas forcément de l'afficher sur l'écran. Donc ça veut dire que globalement, ta carte graphique devient comme une espèce de processeur avec des myriades de petits cœurs qui possède sa propre mémoire dans lesquels tu peux écrire et lire et dans lesquels tu peux mettre des données à traiter et récupérer les résultats. Et t'as pas besoin forcément d'afficher les trucs sur l'écran. Donc CUDA, ça transforme ton GPU en un sous-système qui est extrêmement doué en calcul vectoriel. Ce qui est parfait pour, par exemple, des calculs autour de crypto-monnaies, de technologies qui viennent plus tard. Plus tard, mais surtout, c'est excellent pour tout ce qui est gros calcul scientifique, surtout, en fait. Ouais. Alors, NVIDIA rachète aussi d'ailleurs un fournisseur de middleware qui s'appelle Hybrid Graphics. Et donc, Hybrid Graphics, ils sont responsables de la première implémentation d'OpenGL ES et d'OpenVG. Et aussi des librairies d'optimisation pour OpenGL. Donc ils commencent à avoir un portefeuille comme ça de trucs de propriété intellectuelle autour du développement graphique et du développement donc haute performance. Et en 2007, Forbes estime que NVIDIA, qui vient d'ailleurs de racheter aussi Portal Player, c'est la boîte de l'année. Pourquoi ? Parce que Portal Player, c'est tout simplement les concepteurs du processeur qu'il y a dans le premier iPod. Donc ils sont spécialisés dans le design de puces mobiles, tout simplement. Et ils font du système on chips, des systèmes on chips basés sur ARM. Tu vois venir le truc déjà là ? Ouais, bien sûr. Ouais. Donc 2008, c'est une année énorme pour NVIDIA, puisqu'elle va sortir les GPU série 8000, qui sont les premières puces effectives à supporter CUDA, donc qui avaient été annoncées seulement en 2006. Donc ça y est. Non seulement donc, il y a la puce et la série 8000, il y a aussi les premiers accélérateurs Tesla pour les pros, et les premières puces Tegra. Et pour faire bonne mesure, ils rachètent aussi Ageia, donc, qui avait la solution Physics. Donc ils intègrent leur portefeuille de propriété intellectuelle Physics, un moteur physique, un des meilleurs moteurs physiques. Alors je sais pas si vous vous souvenez de Physics, c'est assez marrant ça. À l'époque, ça me dit rien moi. Aujourd'hui, tu peux installer les drivers Physics pour ta carte graphique GeForce. Voilà, tous les joueurs le savent quoi globalement. Mais Physics en fait, ça vient d'une époque. C'était pas juste une option dans le jeu à activer, hein. C'était une carte PCI que tu devais insérer dans ton PC. En plus, c'était une vraie carte, et cette carte, elle est spécialisée dans le calcul physique. Ok, et elle utilisait un driver et une API qui s'appelait Physics. Et donc c'était une grosse carte PCI qui était qui était beaucoup moins grosse qu'une carte graphique haut de gamme, mais qui était quand même assez importante, quoi, et qui donc faisait les calculs en plus de ta carte graphique. Et le but, c'était de soulager la carte graphique ? Le but, c'est de soulager le CPU. Parce qu'en fait, d'accord, le CPU, sorti, ok. Plutôt, le calcul graphique, donc et le calcul vectoriel était sur la carte graphique, bon, pour l'affichage du jeu. Par contre, l'IA et la physique étaient sur le processeur. Et en fait, c'était un goulot d'étranglement, parce que imaginons que tu as une scène où il y a beaucoup de destruction, où il y a beaucoup d'objets en interaction, tout ça, c'était pour les pieds du processeur. Ou une scène où il y avait, à l'époque, par exemple, une chaîne avec des maillons, ou une tresse, ou des cheveux, ou des vêtements, par exemple. Tous les calculs vêtements, tous les calculs ragdoll, tout ça, c'est effectué par le processeur. Donc, en fait, Physics, c'est tout simplement une librairie, c'était une librairie, qui prenait en charge tout ça. Donc voilà, c'était un moteur physique. Donc tu définissais des objets, et puis après les objets ils bougeaient, c'était calculé via cette librairie-là. Et cette librairie-là, en fait, elle était accélérée par une carte graphique qui était produite par Ageia et que tu devais acheter et mettre dans ton PC. Alors, sans trop de surprise, ça n'a pas eu de succès parce que tout simplement... c'est pas un modèle qu'on voit encore aujourd'hui perdurer, ça. Non, mais en fait, le problème, si tu veux, c'était que le gain en jeu était pas non plus énorme, tu vois, ça change pas fondamentalement le truc. C'était une carte qui était assez chère, c'était pas très... Voilà, donc ça n'a pas été énormément utilisé, donc Ageia en tant que carte graphique, en tant que carte d'accélératrice est morte. Par contre, l'API Physics a survécu, et elle a été rachetée par NVIDIA, et elle est toujours utilisée aujourd'hui. C'est la même. D'accord, ok. Toujours la Physics. Et donc donc CUDA devient disponible du coup pour les particuliers qui peuvent s'amuser avec. Ils peuvent commencer à imaginer des trucs, à imaginer à essayer de s'amuser avec leur GPU pour faire autre chose que du graphisme. Bien entendu, les programmeurs aussi peuvent commencer à imaginer des applications accélérées par les GPU pour le grand public. Des applications de n'importe quoi, transcodage vidéo, filtre photographique, tout ce que tu veux. Mais CUDA surtout
devient aussi disponible pour les GPU sans sortie écran, que sont les Tesla, qui permettront aux scientifiques de multiplier par 10 la capacité de calcul de leur station de travail, juste en affichant une carte dans leur propre PCI. Ouais, d'accord. Donc ça c'est absolument énorme. Absolument énorme. Dès le début, Nvidia vise le calcul très haute performance avec les S870, donc c'est un serveur en fait, c'est un rack qui comporte 4 Tesla et 6 gigaoctets de mémoire, qui donne 2 teraflops. C'est une puissance qui est qui est très appréciable, parce qu'il faut se souvenir que c'était il y a plus de 10 ans de ça. Hein. Donc il y a plus de 10 ans de ça, tu peux avoir 2 teraflops dans une lame de serveur que tu peux en mettre plein, et que tu peux en mettre plein bien sûr. Ouais, tu peux les cumuler en plus. Et bien sûr, donc le super ordinateur japonais Tsubame, construit par Sun, hein, est d'ailleurs upgradé avec 680 Tesla, et il devient le 29e ordinateur le plus rapide au monde, et le second du Japon. Donc il sort en 2008. Donc en 2009, c'est aussi le début de la GTC, la GPU Technology Conference, qui est inaugurée d'ailleurs par une conférence de Richard Kerris, qui est donc d'ILM. Et cette année-là, Nvidia a un chiffre d'affaires de 3,4 milliards de dollars déjà. Donc tu vois, ça montait quand même assez vite, puisque 93 2009. Ouais, là pour le coup en 10 ans. Non, plus peu de 10 ans, mais ouais. Donc quand même. Donc Nvidia sort Fermi après, qui correspond au GeForce de la série 400. Donc c'est une architecture que les Chinois donc vont utiliser pour fabriquer Tian 1A en 2010. Donc Fermi, c'est utilisé dans cet ordinateur qui sera donc le premier super ordinateur mondial avec 4700 teraflops. 4700 teraflops fait par 7168 GPU Fermi, complétés par des Xeon et des Spark. Donc tu vois, CUDA est sorti en 2008, en 2009, 2010, déjà, ça y est, ça devient une composante essentielle du plus gros super ordinateur du monde. Donc les GeForce 400 seront très chaudes, elles consomment beaucoup, et elles pouvaient être fort bruyantes, hein, mais bon, la génération 500 va corriger ça. Et entre-temps, Nvidia perd pas de vue le mobile. Il y a les Tegra 2, qui intègre donc plusieurs produits déjà, comme la tablette Asus Transformer, la première Transformer, je sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a une petite dizaine d'années aussi. Et ils vont collaborer avec Google, d'ailleurs, pour un beau support Android. Et Nvidia vend son milliardième processeur en 2011. Donc alors 2011 d'ailleurs, c'est l'année du Tegra 3, qui sera présenté au MWC. C'est le premier quad-core mobile. C'est donc le premier processeur quad-core mobile. Et ça nous paraît incroyable, parce que aujourd'hui, on a des octo-cores, on a des... on ne sait plus quoi en faire. Le premier processeur quadricœur, ça date de 2011. Donc 2011, c'est aussi l'acquisition d'Icera, ou Icera, je ne sais pas comment ils disent, par Nvidia. Et Icera, c'est un fabricant de modems. Donc là, à ce niveau-là, les bénéfices nets de la boîte se comptent désormais en centaines de millions de dollars déjà. Donc en 2012, qu'est-ce qu'ils vont faire en 2012 ? Ils vont ensuite évidemment introduire les Kepler. Kepler, c'est les GeForce de série 6 et 700. Donc et bien sûr des nouvelles Tesla, les Tesla K, comme Kepler. Hein. Donc c'est la génération de la mythique Titan. Souviens-toi de la Titan à 2880 cœurs. 6 Go de VRAM, $1000. Donc c'est un prix jamais vu à l'époque, hein, mais aujourd'hui on est bien au-dessus. Donc Nvidia est désormais le fournisseur officiel des champions, hein, c'est devenu une figure incontournable du calcul scientifique haute performance. Hein, donc le laboratoire américain de premier plan, quand même, Oak Ridge, se dote d'un Cray XK6 qui déploie 20 pétaflops, tout ça via des Tesla de Nvidia, et qui va bien sûr s'appeler le Titan, évidemment. Forcément. Alors c'est marrant parce que le Titan a été mis gentiment à la retraite l'an dernier, après 26 milliards d'heures de calcul. Tant de temps que ça après, finalement, ça a quand même été sacrément rentabilisé dans le temps, finalement. Ouais, 26 milliards d'heures de calcul, si on compte le travail de chaque cœur, bien sûr. Hein, c'est 26 milliards d'heures de calcul pros, quoi. Cœur. Sinon, sinon, on n'y serait pas encore aux 26 milliards. Ce serait difficile, 26 milliards d'heures, c'est beaucoup. Et ouais, c'est un truc qui faisait 9 mégawatts. Il a été démantelé, il a été démantelé, en fait, parce que si tu veux, avec ce genre de monstre, la récup est trop chère. Par rapport à l'achat d'une machine neuve, en fait, c'est même pas rentable à récupérer, quoi. Donc il a été démantelé. Quel gaspillage. C'est terrible. Donc en 2013, c'est l'année du Tegra 4 et 4i. Donc 4i, c'est la version avec un modem 4G destiné au téléphone et tablettes. C'est aussi l'année de l'introduction de la ligne Shield. Donc Nvidia. Alors ça, je suis très étonné que ça remonte à aussi longtemps, la ligne Shield.
Ah ouais, bah écoute. Je m'attendais à ce que ce soit plus récent, j'avais pas en tête que ça pouvait être 2013. Tu vois. Ouais, bah c'est pour la première tablette, la tablette Shield. Donc Nvidia va acquérir aussi PGI alias, donc PGI, donc PGI, donc bon, PGI comme vous voulez. Donc c'est The Portland Group en fait, que ce sont des experts donc dans les compilateurs en fait. Ces gars font des compilateurs, donc c'est le cœur de métier de Nvidia. Ben en fait c'est devenu le calcul. Donc il faut des experts pour améliorer les chaînes d'outils CUDA, donc les rendre incontournables. Et donc c'est eux qui vont pondre CUDA Fortran, CUDA C, CUDA C++, etc. Donc là, il y a vraiment un shift qui s'opère, qui est en train de s'opérer, déjà 2013 et déjà même avant. C'est le shift du fabricant de cartes graphiques pour jouer au mec qui fait des super ordinateurs. Dans la boîte a 20 ans seulement, là, à l'époque, et elle dépasse les 4 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Elle est devenue donc le leader de la carte graphique pour joueurs. Elle a participé au développement de plusieurs consoles de jeux ultra populaires. Et surtout, elle se trouve désormais du téléphone mobile, puisqu'il y a eu des Wiko en Tegra, jusqu'au super ordinateur, en passant donc par la console de jeu, le PC mainstream, la station de travail et tout ce que tu veux. Et pourtant, c'est que le début. C'est vraiment que le début. Parce qu'il y a 7 ans, souviens-toi, c'était le début du deep learning, le début de cette mode, tu sais, de l'intelligence artificielle et tout ça. Voilà, le nouvel âge d'or de l'intelligence artificielle qui continue, on est en plein dedans, évidemment. Donc en 2014, on voit arriver Maxwell. Alors, Maxwell, c'est les GeForce série 900, qui, avec des filtres de qualité, met l'accent sur l'efficacité énergétique. Donc c'est une 980, c'est 6% plus rapide que une 780 Ti, mais ça consomme 33% de moins sur le même process. Donc c'est quand même une sacrée avancée. Et ils lancent aussi le Tegra K1 et le NVLink. Alors ça paraît un petit peu technique comme ça, mais en fait, le NVLink, c'est un protocole d'interconnexion CPU-GPU et GPU-GPU. C'est plus rapide que le PCI Express. Okay. Et NVLink va rentrer en service qu'un petit peu plus tard, avec Pascal et Tesla. Mais c'est très significatif, parce que NVLink, c'est vraiment l'interconnexion. C'est fondamental quand tu as plein de GPU, que tu les connectes entre elles pour faire des gros serveurs qui eux-mêmes font des gros ordinateurs. Donc c'est désormais encore un nouveau truc que Nvidia maîtrise, si tu veux, l'interconnexion entre les nœuds de calcul. Il n'y avait pas d'autre solution avant ça ? Ah si, bien sûr que si. Mais il y avait, d'ailleurs, il y avait... il y avait les ponts Crossfire, les ponts, donc les... Ok. Enfin, Crossfire, c'est pour AMD, mais oui, il y avait les ponts SLI. Mais là, en fait, globalement, ça passe par le PCI Express, quoi. D'accord, ok. Le gros du truc. Donc là, ils ont leur propre interconnexion. Alors, les années 2015-2016 sont également très fastes, puisque 2015, Nvidia lance la Shield TV, donc c'est la Shield pour la télé, et le Tegra X1 qui propulse la Nintendo Switch, donc encore une console de jeux vidéo majeure sous Nvidia. Ils vont lancer le Drive PX. Encore à ce jour, au passage. Toujours à ce jour, bien sûr, oui, bien entendu. Donc ils lancent le Drive PX aussi, qui est une carte embarquée pour les voitures autonomes. Ils lancent le Jetson pour le Edge Computing, donc c'est des toutes petites puces qui peuvent être intégrées dans des objets connectés. Et surtout, en 2016, Pascal arrive. Alors Pascal, c'est notre pote. Pascal, c'est la GeForce des séries 1000, en fait, la série 1000. Alors pourquoi c'est notre pote ? Parce que il a des unités de calcul plus adaptées au deep learning. Donc la carte peut calculer plus efficacement, en fait, en faible précision. Parce que, si tu veux, pendant très très longtemps, on a privilégié le float 32 sur les cartes graphiques, donc sur 32 bits. Et en fait, quand tu voulais calculer en 64 bits, c'était la cata. Quand tu voulais calculer en 16 bits, c'était la cata. Bon, évidemment, petit à petit, pour le calcul de performance d'abord, les calculs en 64 bits sont devenus plus rapides au fur et à mesure avec les versions. Et pour le deep learning, en fait, les calculs en 16 et même en 8 bits sont devenus des cibles, en fait, pour les constructeurs, quoi. Donc Pascal permet de calculer plus efficacement en faible précision. Il bénéficie aussi d'un nouveau process, le 16 nanomètres FinFET. Donc il consomme moins que Maxwell, et il se décline évidemment aussi en Tesla et en Titan X, qui sont non seulement vendus à part, mais pour la première fois, qui sont aussi vendus directement sous forme de serveurs complets. Des serveurs complets clés en main faits par Nvidia. Donc c'est les serveurs DGX1. Alors, déjà on commence à rentrer dans des trucs dont on a parlé dans Tech Café il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, le DGX1, c'est un rack qui contient 8 Tesla P100 et qui donne 170 teraflops en FP16, c'est-à-dire le format utilisé par le deep learning, ou 85 teraflops en simple précision et 42 en double précision.
Et le tout pour, pour une misère, $130 000. Seulement. Donc en prime, Nvidia fournit aussi évidemment toute la pile logicielle, donc jusqu'à QDNN, qui est une bibliothèque logicielle pour pour faire des réseaux de neurones, hein, puisque c'est QDNN, c'est CUDA Deep Neural Network. Donc pour gérer facilement tout ça, et tout ça c'est compatible avec les grands frameworks du moment, hein, évidemment. Donc TensorFlow, PyTorch, etc. Et c'est quasi cadeau, en fait. Parce que d'après Nvidia, c'est la puissance de 500 CPU. Et les Tesla sont reliés par NVLink et pilotés par 2 Xeon. Donc il y a seulement 2 processeurs, tout le reste est fait par les GPU. Alors c'est déjà pas mal, hein, mais Nvidia sait que ça suffira pas longtemps, en réalité. Parce que les accélérateurs pour le deep learning sont déjà à l'étude, et les TPU de Google sont annoncés la même année. Donc même si les Tesla sont généralistes, hein, on ne peut pas faire du calcul sur tout, sur la physique, la biochimie, tout ce que tu voudras, hein, c'est pas le cas sur les TPU, qui sont un truc plus spécialisé. Il devient clair que la demande en puissance de calcul va être portée par l'intelligence artificielle et que ça va être massif. Donc pour l'instant, Google utilise toujours des Tesla Pascal, hein, donc à l'époque, on était quand là? Attends, je me perds. 2017. 2016-2017, ouais, 2017. Donc en 2017, on a toujours des Tesla Pascal chez Google, mais ça va pas durer. Donc Nvidia développe pour les pros d'abord, désormais, et ça c'est une première, je pense, ils développent pour les pros d'abord une nouvelle puce qui s'appelle Volta. Donc je crois que c'est la première fois, hein, puisque c'est une génération de GPU, en fait que le grand public ne verra jamais. Voilà, et c'est la première à intégrer les Tensor Core. Les Tensor Core qu'on retrouve dans Turing et qu'on retrouve dans Ampere aujourd'hui, en fait, ils sont arrivés dans Volta, qui était uniquement destiné aux Tesla, les Tesla V100, qui étaient donc les solutions pour l'intelligence artificielle de Nvidia, et qui intégraient ce qui est devenu la plus grosse GPU de tout du monde, c'était le DGX2. Et je me souviens avoir parlé du DGX2 d'ailleurs il y a quelques temps de ça. Alors, autant le DGX1 était au format rack, autant le DGX2, ça se présente comme un très 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 gros PC. Voilà, il faut imaginer un PC qui fait 160 kg et qui consomme 10 kW et qui contient 16 Tesla, 16 V100 et 2 Xeon Platinum. Voilà, ça contiendrait aussi 1,1 Teraoctet de RAM et 30 Tera de SSD. Alors évidemment, coupe tout ça pour combien? Vas-y, dis-moi un prix. C'est complètement inimaginable, je pense que je suis incapable de te le chiffrer. si, essaye juste une fois, ça peut être marrant en fait. Combien? Allez, 16 Tesla, 2 Xeon Platinum, 1,5 Tera de RAM, 30 Tera de SSD. Allez, complètement au pif, $16,000. Oui, mais tu crois au Père Noël encore? $160,000. Toujours Papa Noël, là. T'es toujours... T'as fait ta lettre? T'as mis pour... $1,600,000. Ah, oui, non. C'est $600,000. D'accord, ok. Non, si je fais x10, au bout d'un moment, ça va se voir. C'est ça. Exactement, ça va se voir. Non, $600,000. Okay. $600,000. Ouais. Bon, pour ce prix, t'as quand même 2000 teraflops en deep learning sur Tensor Core. Le tout en NVSwitch. Et c'est super intéressant, pourquoi? Parce que ça permet aux programmeurs en fait de n'avoir affaire qu'à une seule GPU virtuelle géante. Donc en fait c'est 16 Tesla, mais lui il en voit qu'une. Il programme qu'une à piloter en fait. Ouais, il en pilote qu'une, il s'en fout du reste. Et il a 2000 teraflops deep learning. Et en fait, ça y est, le cœur de métier de Nvidia, il glisse petit à petit vers le serveur de calcul. Et aujourd'hui, 127 des 500 plus puissants ordinateurs du monde sont équipés en accélérateur Nvidia, dont les 2 plus gros, qui sont Summit et Sierra. Et en 2018, le chiffre d'affaires de Nvidia se rapproche des 10 milliards de dollars. Donc ça marche très très bien. Et bon, pour aller encore plus loin... Quelle part dans ces 10 milliards dans les cartes graphiques grand public et quelle part sur ces solutions professionnelles? Enfin, tu vois, j'ai du mal à... Parce que tu parles de glisser doucement, mais... J'ai pas les chiffres, mais à l'époque, c'était déjà, à mon avis, une plus grosse part sur le calcul haute performance que sur les cartes graphiques. Et aujourd'hui, je suis sûr que c'est qu'ils gagnent plus d'argent avec les serveurs qu'avec les cartes graphiques. C'est un hobby, la carte graphique, c'est du grand volume, c'est quoi l'intérêt pour... Non, ça reste du gros volume, mais je suis persuadé que c'est majoritairement le calcul haute performance. Après, est-ce que c'est 2 tiers, 1 tiers, est-ce que c'est 1 quart, 3 quarts? Bon, je voudrais pas dire de conneries, mais c'est clairement, on peut dire que c'est dans ces eaux-là, quoi, je pense. Et c'est vraiment... Ils ont une vraie complémentarité, de toute façon, sur les deux. Oui, complètement.
déjà en 2018, et là, en 2019, ils veulent aller encore plus loin, et ils rachètent Mellanox. Donc là aussi, on en a parlé, je sais pas si tu t'en souviens. Mellanox, c'est un spécialiste d'interconnexion dans les superordinateurs. Donc c'est le plus gros achat jamais réalisé par Nvidia, c'est 7 milliards de dollars. Donc officiellement, ça fait de Nvidia une entreprise de data center, ni plus ni moins. Ouais. Nvidia est devenue comme Cray, tout simplement. C'est une entreprise de data center qui fait des data centers ou des ordinateurs HPC. Et cette année, d'ailleurs, les revenus des activités des data centers ont surpassé celles de l'activité gaming. Donc cette année-là, en 2018. Après, je te dis quelle est la proportion, j'ai pas noté. Mais en 2018 déjà, c'était plus de 50 pour le calcul. Donc c'est un tournant qui a été initié dès la création des Tesla en fait, et qui en fait remonte même à l'idée de CUDA, voire à l'acquisition de CG quelque part. C'était très réfléchi et c'était une stratégie très clairement identifiée de la part de Nvidia vers laquelle ils se sont tournés très tôt. Ça a été à long terme, mais ça s'est fait assez vite, en 2019 d'ailleurs aussi. Et c'est Nvidia lance Turing, donc la première carte graphique à être équipée d'unités d'accélération ray tracing, et qui aussi incorpore les Tensor Core de Volta. Et c'est là aussi un excellent move. Très honnêtement, c'est génial, parce qu'ils auraient très bien pu dire le ray tracing, tout ça, c'est pour les kikis, c'est pour faire du ray tracing sur les jeux vidéo, et garder les Tensor Core pour les trucs sérieux dans le Volta, pour les chercheurs, tu vois. Pas du tout. Ils ont pris les Tensor Core de Volta et ils les ont mis dans Turing. Pourquoi c'est génial ? Tout simplement parce que les nouvelles fonctionnalités, ça ouvre des nouvelles fonctionnalités au grand public, comme le DLSS, dont on a parlé, qui peut être complètement révolutionnaire, ou le RTX Voice, qui sont non seulement utiles, mais carrément révolutionnaires. Pour le DLSS, c'est carrément révolutionnaire. Pour le RTX Voice, pardon, je vais y arriver. Pour le RTX Voice, c'est aussi quelque chose de très utile. RTX Voice, c'est un truc qui permet de se baser aussi donc sur les Tensor Core pour pour nettoyer la voix, donc des trucs parasites, il y a des gens qui parlent derrière, tu peux l'enlever, etc. Et dernièrement, les streamers peuvent utiliser les outils RTX, donc qui sont basés sur les Tensor Core, pour carrément créer des fonds bleus virtuels, pour faciliter en fait la création d'un studio, même si t'as pas de studio, quoi. Et tout ça, c'est des choses qui sont possibles grâce au processeur Turing, grâce au processeur Tensor Core, parce que si ça devait être fait sur les shaders, ça serait beaucoup plus cher, en fait. Ça mobiliserait beaucoup plus la carte graphique et ça consommerait énormément d'énergie. Donc tu vois, c'est vraiment un excellent move en fait d'avoir, au contraire, d'avoir vraiment essayé de démocratiser cet Tensor Core, parce que le deep learning, ça a aussi des applications grand public énormes. Je vois une vraie stratégie de complémentarité justement sur deux cibles différentes, le grand public et effectivement les professionnels, c'est même pas les professionnels, mais c'est la recherche et les calculs professionnels. Ah, bien sûr. Alors on arrive quand même au jour présent quand même, petit à petit. Oui, en 2020. 2020, ça y est. À part un Covid-19, qu'est-ce qui s'est passé ? Nvidia lance Ampere, donc la génération 3000 des GeForce, qui double les performances en tout. Donc en shader, en RT, en Tensor Core. Et il en fait évidemment la brique élémentaire de son data center de référence, parce que ça y est, ils en ont un. Elle s'appelle Selene. C'est joli, hein. C'est beau. C'est sur la Lune ? Non, c'est pas un truc. Il y avait un film. Attends, comment ça s'appelait ? Underworld. Il y a pas une Selene dans Underworld. C'est fort possible. Je me rappelle absolument pas des noms, mais c'est tout à fait possible. Donc, je vais fast fact-checker le sujet. Vas-y. Donc, comme Cray, ça y est, maintenant, Nvidia vend des data centers entiers, clé en main. Donc, jusqu'à la pile logicielle qui va avec. Donc, le DGX A100, c'est un rack qui a 8 GPU Ampere et 2 CPU AMD 64 cœurs. Donc, ça y est, bye bye Intel. Ils se placent dans des armoires, qu'ils appellent des pods, comme ils disent. Et ils peuvent donc s'interconnecter en superpods. Ces superpods sont reliés entre eux par un réseau LAN Mellanox, en haute performance, voilà. Et en gros, en un mois, ils ont fabriqué Selene avec que leurs propres composants, quoi, au CPU AMD près. C'est un data center qui s'est retrouvé donc comme ça. Ils ont fabriqué ça quasiment avec des trucs qu'ils avaient sur leur. On dit souvent des composants qu'ils ont trouvés sur les étagères. Ils ont fabriqué en au moins un data center qui s'est retrouvé être le 7e plus puissant ordinateur du monde, avec une des meilleures efficacités énergétiques, c'est-à-dire en plus de 20 gigaflops par watt, si tu veux savoir précisément. Donc c'est assez fort parce que évidemment, Nvidia n'accélère pas que le deep learning, c'est aussi sa force. Ça marche aussi pour le big data traditionnel.
Donc il y a les outils comme Sparks ou Rapids qui en profitent d'ailleurs. Donc de Jetson au cloud, Nvidia a toute une gamme, à toutes les échelles. Et donc c'est devenu un géant de 307 milliards de dollars de capitalisation. Et c'est que le début. C'est ça qui est fou. Parce que c'est officiel. Nvidia veut et va probablement racheter ARM à SoftBank. Et là c'est malade. Parce que déjà c'est 40 milliards de dollars. Mais ça les vaut. Parce que ARM, c'est le concepteur des architectures qui tournent dans des centaines, probablement des dizaines de milliards d'appareils partout. Et en premier lieu, dans les téléphones portables, quelle que soit la marque, une multitude de consoles de jeux, de tablettes, de routeurs, de TV connectés, de microcontrôleurs, qui se retrouvent jusqu'à les tréfonds de tes SSD, ou même de ton processeur de PC, partout. Ce qui est extrêmement complémentaire avec le haut calcul, qui est leur métier de base. Finalement, on est sur une vraie complémentarité. Ah mais complètement. ARM est omniprésent. Je suis sûr qu'en ce moment, même, il y a un CPU ARM derrière toi et devant toi. Ouais, c'est fort possible. Ne te retourne pas, je suis sûr qu'il est derrière toi. Il y a une télé, c'est possible. Non, mais c'est ça, tout à fait. Ouais. Non, mais et d'ailleurs, c'est normal. En tout cas, vous nous écoutez vraisemblablement en passant par un processeur ARM. Et c'est très probable. En tout cas, le monde entier paye ARM pour ça. Donc il y a Apple, Qualcomm, Samsung, Nintendo, mais aussi Intel, AMD et Nvidia, jusqu'à présent, payent ARM pour avoir accès à leur processeur, quoi. Donc si le deal se fait, ça ferait de Nvidia un titan de la technologie qui le propulserait au même niveau, voire même au-dessus d'Intel. Parce que Intel a des usines, certes, mais il est présent dans moins d'appareils en volume que Nvidia. Nvidia plus ARM, je veux dire. Donc moi, je serais Intel ou AMD, je baliserais sec. Nvidia plus ARM, ça voudrait dire un portefeuille de produits inégalé, qui va du microcontrôleur pour micro-ondes, ou ordi baby, jusqu'au super ordinateur de classe mondiale, en passant par la console de jeu et la voiture autonome. C'est vrai. Et il y aurait des synergies partout, c'est sûr, puisque c'est vraiment pas déconnant comme move. Il y aura de meilleures cartes graphiques et de meilleures performances en deep learning pour les puces ARM. Nvidia, il serait seigneur du edge computing, donc là je donne pas cher d'ailleurs de Mali à long terme, mais bon, ça serait logique, et que voilà, Nvidia pourrait lui faire des licences GeForce, des licences Tensor Core avec les licences ARM, etc. Il est aussi probable d'ailleurs que les propres data centers disent adieu à AMD et qu'ils passent au ARM. Donc ça accélérerait encore la pénétration de ARM dans ce milieu, donc ce serait un cercle vertueux pour Nvidia. Donc il y aurait encore plus de produits ARM qui continueraient bien sûr à être vendus à tout le monde, parce que de toute façon c'est une manne incroyable. Donc tout ce fric, ça irait chez Nvidia. Et en fait, le monde entier serait client de Nvidia. Voire dépendant de Nvidia. Est-ce que du coup, je me rappelle encore quand était dessinée la vente d'armes, on parlait des différents acteurs et des voix soulignaient le fait qu'ils préféraient que ce soit un Nvidia plutôt qu'un géant. Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister justement à la création d'un géant qui pourrait par lui-même poser problème par son omnipotence ? Mais complètement. D'ailleurs, ça pose la question de la position dominante, évidemment, et même au-delà. Nvidia est une entreprise américaine, donc soumise au bon vouloir du président américain, comme on l'a abondamment constaté cette année, et ça fait bouger les lignes au niveau industriel, commercial, mais aussi géostratégique, puisque Nvidia assure qu'il va conserver une pleine neutralité pour ses licences ARM, même si le business du client empiète sur le sien, il a déjà un business assez expansif, mais bon, les bureaux resteront en Angleterre. Nvidia veut même lancer un labo intelligence artificielle de classe mondiale à Cambridge. Mais bon, même s'il se veut rassurant, la prolifération massive de produits Nvidia sur tous les marchés, ce que va créer l'acquisition d'ARM, a de quoi inquiéter. Oui. Déjà les concurrents, on voit bien Intel, Qualcomm ou Apple faire pression sur les régulateurs pour qu'ils s'opposent au deal, ce qu'ils pourraient faire d'eux-mêmes d'ailleurs aussi. Et on voit aussi des pays individuels s'y opposer, comme la Chine. Selon Jinma, qui est un universitaire chinois spécialisé de la concurrence, la probabilité que la Chine s'y oppose est très élevée. En tout cas, tant que Trump restera au pouvoir. Mais bon, même les acteurs de la tech eux-mêmes sont inquiets, et il y a une raison toute bête. Nvidia n'est pas très facile à vivre, en fait. On se souvient de Linus Torvald et de son « Fuck you Nvidia », qui résumait le mal qu'avait la communauté Linux à traiter avec la boîte. Apple et Nvidia s'entendent pas très bien non plus. D'ailleurs, les cartes graphiques ne sont plus supportées par macOS, qui est passé complètement sur AMD. En tout cas, le deal est fait sur le papier, mais il ne sera effectif que d'ici 18 mois au moins, et d'ici là, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent se passer.
Est-ce qu'il y a des raisons de penser que le deal pourrait ne pas pouvoir se faire? C'est peu probable. Tout ce que je viens de dire, hein, c'est tout à fait vraisemblable en fait. Honnêtement, si ça se fait vraiment, on pourra avoir des GeForce partout, des super ordinateurs ARM dans les top 100, des puces IA un petit peu partout, des sextoys Nvidia, des montres Nvidia, des téléphones Nvidia, des PC Nvidia. Bon, ça pourrait être bien d'un côté, mais je te dis, c'est pas gagné, parce qu'un backlash généralisé des acteurs de la tech qui veulent pas de ça pourrait arriver. Et puis il pourrait y arriver aussi un autre phénomène qui pourrait être super intéressant, c'est les acteurs de la tech qui se tournent massivement vers RISC-V. RISC-V, c'est une architecture ouverte et gratuite, qui commence à monter, comme j'en ai parlé au début du podcast. Tout à l'heure, ouais. Et donc la mainmise de Nvidia sur ARM pourrait pousser un désamour général, en fait, de l'architecture ARM, et mettre le turbo sur RISC-V, qui deviendrait le nouvel ARM. ARM lui-même se cantonnerait au produit Nvidia. Donc c'est marrant parce que cette acquisition pourrait, si elle se fait, évidemment, donc elle pourrait ne pas se faire, et si elle se fait, elle pourrait être la suprématie totale d'ARM ou son crépuscule. Voilà. Donc tout est Nvidia, possible. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça pourrait être vraiment très excitant. En tout cas, c'est vraiment très très intéressant. Ouais, c'est assez captivant à suivre et du coup ça fait lire d'une autre manière l'actualité à ce sujet. Moi je n'avais honnêtement pas du tout en tête l'historique d'Nvidia de manière aussi complète, et on a peut-être souvent dans l'inconscient collectif associé Nvidia à l'accessoire carte graphique, et évidemment on le lit bien mieux comme ça avec cette rétrospective à quel point c'est très partiel comme vision des choses et à quel point il y a une dimension bien supplémentaire à tout ça. Merci beaucoup Guillaume. Tu as mis dans les notes de l'émission, mais on laisse en bonus pour les personnes qui nous écoutent, tes plans possibles de ce que tu prévois qui pourrait être l'actualité de Nvidia en 2021 et 2022. Allez jeter un coup d'œil, ça pourrait arriver, allez savoir. Merci beaucoup Guillaume en tout cas pour toute cette préparation de cette émission, et puis pour ce dossier très complet sur Nvidia. Je pense que vous n'avez pas eu ça dans d'autres podcasts, vous n'avez pas eu ça dans d'autres médias, donc surtout faites-le savoir autour de vous que cette vision rétrospective d'Nvidia, elle est dans Tech Café, et en particulier dans la chronique des composants. Guillaume, si jamais les auditeurs veulent plus d'informations, des questions à te poser ou des remarques à te faire au sujet de ce dossier, au sujet de la CP News, où est-ce qu'ils peuvent te joindre à titre individuel? Si vous n'en avez pas eu assez après 1h30 d'émission, eh bien, vous pouvez venir sur Telegram, dans les notes de l'émission aussi, évidemment, vous pouvez laisser des commentaires, et puis voilà, j'essaierai d'y répondre. Et puis évidemment, vous pouvez aussi me retrouver sur Tech Café, bien entendu. Merci beaucoup Guillaume. Pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr. Je vous remercie bien entendu de votre fidélité et d'avoir écouté ce dossier très complet sur Nvidia. Et on se dit à très très bientôt pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous.